Donc, en ce qui concerne notre sommaire du jour, dans un premier temps, en fait, on va introduire par la dynamique de la population de Varrois. C'est très important, en fait, d'introduire par ce point-là, puisque ça va nous permettre d'avoir les clés pour comprendre, en fait, les différents points qu'on va aborder par la suite. Après, on va faire un petit rappel sur les médicaments acaricides, donc la différence entre le traitement flash et le traitement longue durée. Ensuite, on va vous proposer du coup de partir directement dans le vif du sujet sur la constitution d'un essaim artificiel. Donc, on va voir là différentes méthodologies pour constituer un essaim artificiel et puis les traitements du coup qu'on va pouvoir y associer. Par la suite, on va également voir l'impact que la création d'un essaim artificiel peut avoir sur la colonie mère en termes d'infestation du coup de varroa. On va également parler par la suite de la gestion des essaims sauvages. Et puis ensuite, on refera un petit point sur le suivi de l'infestation varroa sur les essaims. C'est toujours bon de faire un petit point et un petit rappel comptage. Et par la suite, justement, on a ce petit point et ensuite qui va traiter justement en fait de tout ce qui peut être traitement d'été et puis également traitement d'hiver, traitement de rattrapage. On parlera également d'une stratégie qu'on peut avoir sur les essaims de tout début de saison et puis une stratégie de production avec les mielées tardives. Et puis par la suite, comme je vous le disais, comme les micros sont coupés, il va y avoir une partie questions-réponses. Donc tout au long en fait de ce webinaire, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à utiliser l'onglet conversation et puis on reprendra les questions une à une à la fin, en tout cas si on n'y a pas répondu pendant le déroulé de cette présentation. Adeline, je vais te laisser passer la prochaine diapo. Oui. Hop. Donc, dynamique de la population de varroa. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois facteurs de l'évolution de la population de varroa. Donc, le premier facteur, c'est la population initiale. Donc, pour comprendre ce facteur-là, on peut se référer au graphique qui est du coup en haut à gauche. Donc, sur ce graphique-là, en fait, vous allez avoir deux axes. L'axe vertical représente le nombre de varroa et l'axe du coup horizontal va représenter le nombre de jours. Comme vous pouvez le voir, il y a trois courbes. La première courbe verte, en fait, elle va représenter une infestation initiale avec 10 varrois. La courbe jaune va représenter une infestation initiale avec 100 varrois et puis la courbe rouge avec 200 varrois. Ça permet d'illustrer en fait que ces courbes, déjà, elles sont exponentielles, tout comme justement l'évolution de la population de varroa, et qu'en fait, plus l'infestation initiale, elle est forte, comme on peut le constater, et plus en fait, on va atteindre des taux d'infestation forts rapidement. Par la suite, on a également l'infestation exogène. Donc, l'infestation exogène, qu'est-ce que c'est? C'est à cause en fait du comportement des abeilles. Ça va se faire justement par le pillage ou encore tout simplement par la dérive, que ce soit des ouvrières, voire des faux bourdons qui vont aller visiter du coup d'autres colonies et qui par la suite en fait vont revenir dans leur colonie à elles. Donc, de ce fait, le graphique que l'on peut voir du coup en bas à gauche illustre bien cette notion d'infestation exogène. On retrouve du coup nos trois colonies avec des infestations initiales différentes, sauf qu'en fait, sur un même rucher, imaginons qu'une colonie soit extrêmement infestée de varroa, euh, colonie qui peut être représentée par la courbe rouge ou la courbe jaune. Et ben en fait, si cette colonie s'effondre par exemple et qu'il y a encore des ressources dans celle-ci, et ben les abeilles alentour du rucher vont aller piller cette colonie. En pillant la colonie, elles vont rentrer dans celle-ci, les varrois vont s'accrocher à elles et puis du coup, ils vont ramener les varrois dans la colonie mère. Donc comme on peut le constater, la colonie qui initialement en fait avait une infestation très faible, représentée par du coup cette courbe verte, et bah, tout simplement, va grossir beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'aurait dû à cause de cette infestation exogène. Et puis du coup, le troisième facteur du développement de varroa, c'est bien évidemment la présence de couvains, puisqu'en fait, le varroa, vous le savez, a besoin de couvains tout simplement pour pouvoir se reproduire. Donc là, j'ai mis un autre petit schéma que vous pouvez voir en bas à droite. On y retrouve les trois courbes.
même si elles n'ont pas la même couleur. La rose, du coup, représente la rouge, la bleue représente la jaune, et puis la noire représente la verte. Et en fait, ce qu'on remarque tout simplement, c'est que quand on parle de présence de couvain, par exemple, on remarque qu'en janvier, février, en début de saison, la courbe, elle bouge pas beaucoup. Parce que justement, en fait, il y a très peu de couvains à ce moment-là, donc varroa se reproduit très peu. Par contre, dès que le début de saison commence et que forcément la ponte reprend et que le couvain euh, et qu'on voit réapparaître du couvain, tout simplement, bah, varroa va pouvoir se reproduire. Et là, on repart du coup sur des courbes exponentielles. Et du coup, ce schéma, il illustre également, en fait, tout simplement que bah, la zone critique où une colonie peut s'effondrer à cause de varroa va bien évidemment arriver beaucoup plus rapidement, en fait, si l'infestation initiale de la colonie est plus importante. Donc, j'espère que ce petit point d'entrée est assez clair. J'ai essayé d'être un peu concis et puis on va maintenant passer à la suite. Mais vous allez voir que c'était important de passer par là, en tout cas. On va aussi également vous faire un petit rappel sur les médicaments acaricides. Vous le savez, les médicaments sont actifs sur les varroas phorétiques, mis à part le Formic Pro. En fait, tous les médicaments n'agissent que sur les varroas qui sont présents sur les abeilles adultes. Les varroas qui sont présents dans le couvain, eux, ne sont pas atteints par les molécules. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et pour contourner cette difficulté, les labos ont élaboré deux stratégies. Il y a énormément de médicaments qui sont sur support. Là, je vous ai mis quelques exemples que vous devez connaître de nom, l'Apivar, l'Apistan. Voilà, c'est des produits que vous entendez, que vous connaissez sûrement. Ils sont sur support et du coup, ce support permet une diffusion prolongée et les varroas, en fait, vont être en contact petit à petit avec le principe actif. Et au fur et à mesure que les abeilles naissent, les varrois vont aussi sortir du couvain et être en contact avec la molécule. Il existe aussi des médicaments flash qui sont à base d'acide oxalique. Donc là, je vous ai présenté les quatre spécialités qui ont une AMM en France, le varomède, la pibioxal, l'oxybie et le varoxal. Ceux-là ont une efficacité très courte et pour qu'ils aient une efficacité euh, optimale, il faut qu'ils soient utilisés en l'absence de couvain. Donc on va parler principalement de ces médicaments-là dans le cadre du traitement des essaims, mais pas que. Je laisse la suite, Alexandre. Donc, pour un peu mieux appréhender en fait les schémas qui vont suivre, il est aussi important en fait de refaire un petit point en fait sur le développement des castes chez les abeilles. Donc, tout simplement, le schéma qui est à gauche, vous allez avoir le développement de la reine, celui de l'ouvrière et celui du faux bourdon. Donc, comme on peut le constater, la reine, de l'œuf à l'émergence, on a 16 jours. 21 du coup pour l'ouvrière et 24 pour le faux bourdon. En fait, c'est très important d'avoir ces chiffres en tête pour bien justement réaliser des protocoles et prévoir en fait sa gestion de l'assainissement de son essaim. Donc, je vous ai également fait du coup un premier schéma du coup à droite avec le cycle de la reine et vous allez voir en fait que les différents schémas et les différents protocoles qu'on va vous présenter ce soir auront un petit peu cette forme-là. Donc, ça va vous permettre un petit peu d'introduire un petit peu la chose. Donc, on retrouve, comme vous pouvez le constater, au niveau de l'œuf, nos 3 premiers jours d'œuf. Et puis, du coup, après, entre le jour 3 et le jour 4, on va avoir du coup l'apparition de la larve, l'éclosion de l'œuf. Donc, lorsqu'on parle de greffage, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a envie de greffer. Il faut qu'on greffe le plus petit possible. Donc, en fait, c'est lorsque c'est sur une larve de 1 jour qu'on veut réaliser notre greffage. Donc, comme vous pouvez le constater, 5, 6, 7, 3 jours plus tard, euh, on va du coup avoir ce qu'on va appeler dans les protocoles suivants une J3. Donc, imaginons qu'on est greffé du coup au jour 4.
Donc 3 jours plus tard, on va avoir ce qu'on appelle une J3, une cellule J3. Donc ça va vous aider pour les schémas d'après, parce que bien évidemment, on va parler de possibilités avec un remérage naturel, mais on va également parler de possibilités du coup avec un élevage à côté. Donc si vous pouvez vous fournir des cellules, par exemple chez des professionnels, que vous êtes professionnel vous-même, eh ben, c'est des protocoles que vous allez pouvoir potentiellement réutiliser par la suite. Donc, comme on peut le constater, au jour 14, qui est du coup 10 jours après normalement mon greffage, on va avoir du coup tout simplement une cellule J10. Et vous allez voir, on va en reparler dans les schémas précédents. Et puis du coup, au jour 16, comme on peut le voir sur le développement de la reine, c'est là normalement qu'on va avoir l'émergence de la reine. Donc après, la prochaine étape qui va suivre suite à l'émergence, on a 3 étapes. On a une première étape de maturité. Ensuite, une fois que la reine elle est mature, elle va être fécondée. Et puis après, il va avoir une période de gestation avant que celle-ci puisse pondre. Donc là, pour les schémas qui vont suivre, en fait, on est parti sur 12 jours, mais il faut savoir que ce chiffre, il peut être variable. Donc c'est aussi important de prendre en considération que ce qu'on va vous présenter comme protocole, il ne faut pas non plus le prendre pour argent comptant. Il faut de l'expérience, il faut suivre et observer pour bien être sûr, entre guillemets, de ce que l'on fait. Ces 12 jours, en fait, peuvent être incertains, donc la ponte peut arriver plus tôt ou elle peut arriver également plus tard. Je te laisse passer à la suite, Adeline. Oui. Hop. Donc là, on va vous parler maintenant concrètement de la constitution des essaims et de leur assainissement varroa. Alors, on n'a pas vocation à faire toutes les techniques de constitution des seins, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Chacun a ses petits trucs et astuces. On va vous en décrire quelques-unes qui nous paraissent intéressantes parce qu'elles permettent justement le traitement varroa. Donc voilà, on va vous parler de ces méthodes-là. Donc la première, c'est la constitution d'un essaim artificiel en remérage naturel ou en introduction de cellules J3. Donc c'est une méthode qui est très basique, hein. On peut la faire assez tôt en saison, dès qu'il y a la présence de mâles. On prélève 2, 3, 4 de couvain sur une ruche forte. Le choix de la ruche mère est assez important, hein. Il faut vraiment voilà, une ruche forte, pas diviser des ruches faibles et surtout pas avec des signes cliniques. Si on multiplie, si on divise une colonie qui va mal, on a toutes les chances de propager ce mal. Donc, c'est souvent lié à un problème sanitaire, hein. Donc, il faut vraiment prendre des cadres sur des ruches fortes. Et puis, on prend du couvain ouvert et du couvain fermé. On vérifie qu'on n'a pas pris la reine. Et puis, on met tout ça dans une ruchette. On isole, on les isole. Alors le mieux, c'est d'avoir un rucher dédié à ces essaims, avoir des essaims homogènes sur un même rucher. Et là, on a deux possibilités. Soit on laisse élever une nouvelle reine par les abeilles, c'est le remérage naturel, soit on introduit une cellule J3. Donc, vous allez retrouver le petit schéma que vous a présenté tout à l'heure Alexandre. Donc, la première ligne, ça représente le couvain avec lequel a été constitué l'essaim. Donc, en fait, là, au fur et à mesure, on va avoir l'émergence des abeilles, des mâles et des ouvrières. Au bout de 21 jours, tout le couvain d'ouvrières sera né, et puis au bout de 24 jours, tout le couvain mâle sera né. Parallèlement, les abeilles, les ouvrières, vont élever une reine dans le cas du remérage naturel. Donc là, vous retrouvez ce que vous a présenté Alexandre tout à l'heure. La reine passe par le stade nymphe, etc. Elle naît. Ensuite, il y a la maturation et la fécondation, la gestation, et ensuite, elle est capable de pondre. Donc, comme on a ce délai, ça nous permet d'avoir, au moment où le couvain qui nous a aidé à créer l'essaim est complètement, quand il est complètement né, on a une fenêtre hors couvain juste avant que la nouvelle reine se mette à pondre. Et même si elle a commencé à pondre, au stade œuf, les varroas ne sont pas encore présents
dans le couvain. Les varroas, ils vont se mettre dans le couvain, on va dire juste avant operculation, c'est-à-dire au stade L5 ou un petit peu avant. Mais disons que quand on voit juste des œufs, on peut encore traiter, c'est encore possible et on a encore un traitement efficace. Il ne faut pas trop traîner. Mais donc on voit là, la dernière ligne, c'est le traitement. On peut faire un traitement après l'éclosion des mâles. Donc là, on a une petite fenêtre de tir, on va dire, au 25, 26, 27e jour. Si on introduit une cellule J3, on gagne un petit peu de temps, c'est-à-dire que la reine, là vous voyez, elle va naître un peu plus tôt et du coup, elle va reprendre sa ponte, elle va prendre sa ponte un petit peu plus tôt aussi. Du coup, la fenêtre est plus étroite. Donc là, il faut vraiment être très vigilant. Alexandre vous l'a dit, ça c'est de la théorie, hein, c'est un schéma qui peut varier en fonction des conditions météo, en fonction de la dynamique de la colonie. Et donc, rien ne remplace l'observation. Il faut regarder, avant de traiter, regardez bien que vous êtes hors couvain. Le traitement lui-même, il est intéressant dans ce cas-là de le faire avec les médicaments à base d'acide oxalique. Ces médicaments-là, donc tout à l'heure je vous ai parlé, Apibioxal, Oxybi, Varoxal, Varomède, ils ont plusieurs applications possibles, le dégouttement, la sublimation ou la pulvérisation. Et j'attire votre attention sur le fait qu'à part le Varomède, ils demandent tous une reconstitution ou la dissolution dans un sirop. Et là, il faut les manipuler quand même avec précaution parce que c'est de l'acide. Notamment l'apibioxal et le varoxal, c'est la poudre. Quand on la manipule, elle peut se mettre un petit peu en suspension. C'est très irritant pour les voies respiratoires, donc il faut se protéger. Donc les voies respiratoires avec un masque, les yeux avec des lunettes et les mains avec des gants. Je vais vous parler uniquement du dégouttement. C'est vraiment voilà, une méthode qui est simple et qui est bien adaptée à ce traitement-là pour les essaims. Ce qu'il faut, c'est très simple à faire. Il y a quelques petites choses à respecter. Il faut faire toutes les colonies en même temps, d'où l'intérêt aussi d'avoir un rucher dédié aux essaims et d'avoir des essaims qui soient homogènes. Il faut éviter de les mélanger avec les colonies en production. Il faut le faire plutôt tôt le matin ou tard le soir. Pour ça, c'est lié au fait que si toutes les butineuses sont à l'extérieur de la ruche, celles-là, elles n'auront pas le dégouttement. Donc, il faut plutôt le faire au moment où il y a le maximum de population dans la ruche. Il faut bien penser à tiédir la solution. Voilà, il faut la tiédir à 30-35 degrés et puis la maintenir tiède. Bon, c'est quelque chose qui est surtout important pour le traitement hivernal parce que là, ça se refroidit très vite. Bon, là, il ne fait pas très chaud non plus, mais c'est intéressant d'avoir une petite glacière, quelque chose qui maintienne la solution tiède. Et puis après, c'est très simple. Avec une seringue, la type seringue de 50 millilitres, vous la remplissez et vous faites couler 5 millilitres par intercadre occupé. Donc, alors c'est pas fort du coup, c'est pas forcément 50 millilitres parce que sur une ruchette, vous avez que 5 intercadres. Vous faites couler ça tout doucement, 5 millilitres, vous poussez le piston tranquillement et vous avez un traitement qui marche bien et qui est très facile à faire. Je te laisse la suite. Merci beaucoup, Adeline. Donc là, on va cette fois-ci vous parler également de la constitution d'un essaim artificiel. Ça va être exactement la même technique pour constituer l'essaim, sauf qu'après, en fait, on va parler d'une introduction avec une cellule J10. Généralement, si vous ne faites pas d'élevage vous-même, mais que vous avez quand même envie de gérer votre génétique, la plupart du temps, lorsque vous allez vous diriger vers un professionnel pour vous fournir en cellules, il va plutôt vous proposer des cellules J10. C'est pour ça que je vous propose ce petit protocole aujourd'hui. Donc, en comparaison finalement de l'autre protocole, donc remérage naturel ou introduction J3, cette fois-ci, on introduit une cellule J10. Donc, une cellule J10, comme on a pu le voir tout à l'heure,
en fait, elle correspond au 14e jour finalement euh, du, euh, du développement de la reine, ce qui signifie finalement que quand on va introduire notre J10, on va avoir l'émergence de celle-ci 2 jours après son introduction. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et ça va être 2 jours après son introduction dans le cadre où ça a été greffé très petit. Parce que si notre greffeur, il a greffé un peu plus gros, c'est même envisageable finalement que notre J10, tout simplement, elle émerge le lendemain de son introduction. Donc, comme vous pouvez le constater, sur ce schéma qui reprend exactement les mêmes choses, on a la première ligne couvain où on va se retrouver également avec les 21 jours où tout le couvain d'ouvrières du coup sera émergé, et puis 24 jours où le couvain mâle sera émergé. Là, cette fois-ci, sur la ligne où on voit apparaître cellule J10, on voit que j'ai délibérément du coup introduit euh, au jour 8. Le jour 8, en fait, ça représente précisément une semaine après la constitution de l'essaim. C'est un bon moyen mémotechnique en fait à avoir en tête de se dire une semaine après la constitution de l'essaim, tout simplement parce que comme on peut le voir, elle émerge du coup 2 jours après. Et puis après, on a notre période de maturité, de fécondation et de gestation qui dure 12 jours. Et puis après, elle commence à pondre. Et on voit que ça nous laisse précisément en fait une journée euh, pour réaliser notre dégoûtement 24 jours du coup après la constitution de l'essaim. Donc là où il faut faire attention euh, et là où justement on peut également, on va dire, modeler la chose, c'est que une semaine, c'est le minimum. Mais par contre, rien ne nous empêche d'introduire plus tard. Par contre, si on souhaite introduire plus tard, il va falloir prendre en considération que les abeilles, elles vont pas nous attendre non plus. Elles vont pas attendre que nous, on dépose notre cellule J10 pour sélectionner cette cellule-là. Donc en fait, elles vont entamer leur remérage naturel à elles, de leur côté. Donc de ce fait, si vous souhaitez introduire après une semaine pour avoir une fenêtre de traitement plus importante, il va falloir casser les cellules. Ça va nécessiter de casser les cellules royales naturelles pour être sûr et certain que ce soit votre cellule à vous, J10, qui sera acceptée. Donc, j'espère que ce petit point a été clair. Si ce n'est pas le cas, je vous invite, comme je le disais précédemment, à toujours poser vos questions dans les conversations et puis on y reviendra à la fin au besoin. Je passe à la Adeline, je te laisse suivante. passer Ouais, la… hop. Ouais, s'il te plaît. Et là, cette fois-ci, on rentre dans quelque chose un petit peu plus technique, on va dire. C'est quelque chose qui se fait un petit peu moins et qu'on n'a pas encore abordé pour le moment. C'est l'utilisation du Formic Pro. Le Formic Pro, en fait, c'est un autre traitement flash, euh, mais à la comparaison du coup d'un acide oxalique, celui-ci va être efficace sur les varrois phorétiques, mais également dans les varrois qui sont présents dans le couvain. Donc ça peut être un très bon outil finalement pour pouvoir gérer varroa. Mais il y a certaines choses qui font que c'est un outil qui est un peu technique et, et vraiment, il faut se renseigner avant dessus. Faut pas forcément l'utiliser de but en blanc sur toutes les colonies. Et il faut avoir quelques petits outils, quelques petites clés pour bien l'utiliser. Donc ça, c'est comme l'acide oxalique. Il faut faire très attention au port des EPI. Donc je le rappelle une fois de plus ici. Et puis le Formic Pro aussi, vous allez avoir une AMM qui parle de palier de température entre 10 degrés et 29 degrés. Donc ça, c'est ce que nous dit l'AMM. Après, sur le terrain, on a remarqué qu'à partir de 25 degrés, euh, on peut avoir des colonies qui réagissent. Euh, et du coup, entre 25 et 29 degrés, on est en fait sur une plage de température qui est un petit peu critique. Donc, je vous invite quand même à garder ce chiffre en tête. Si vous voulez utiliser de l'acide formique,
essayez de le faire à 25 degrés maximum parce que au-delà, vous allez vraiment avoir un impact sur les colonies et notamment si vous souhaitez traiter en fait à l'acide formique sur des colonies où vous avez une reine à l'intérieur. Parce que là, moi, ce que je vais vous présenter finalement, c'est la constitution d'un essaim et le traitement de celui-ci à l'acide formique. Mais comme je vous disais, ce traitement, en fait, il est efficace euh, sur du couvain fermé également. Donc, ce qui signifie qu'on pourrait également finalement traiter la colonie mère avant de faire notre essaim, ce qui nous permettrait d'assainir en fait euh, beaucoup plus d'abeilles. Donc, j'ai posé un petit peu les bases, et puis il y a un autre point auquel il faut faire assez attention et être assez vigilant, c'est la taille de l'essaim artificiel qu'on va réutiliser si justement on veut utiliser le Formic Pro. On remarque également que les petites colonies, elles doivent ventiler en fait le produit, et que si on réalise des essaims de 1 à 2 cadres, des colonies trop faibles, des fois, le Formic Pro va avoir un impact trop important sur celle-ci. Donc, si vous souhaitez utiliser cette méthodologie, je vous invite à constituer des essaims plus gros que la moyenne, des essaims sur 3 cadres idéalement. Donc maintenant, je vais repartir sur le schéma. J'avais pas mal de choses à dire dessus, et puis n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On y reviendra parce que c'est un produit qui n'est pas non plus énormément utilisé et puis tout le monde n'en a pas forcément déjà entendu parler. Donc, au jour 1, en fait, on va avoir la constitution de notre essaim. Donc, je le rappelle, idéalement plutôt sur 3 cadres. On va pouvoir le déplacer, le mettre du coup sur notre rucher d'élevage et directement mettre le Formic Pro dessus. Pour que ce soit efficace, il faut avoir également un nourrisseur. Donc, si vous n'avez pas de nourrisseur, ça sert à rien de partir là-dessus. Il faut forcément un nourrisseur que vous allez du coup retourner en haut de votre colonie, ce qui va permettre de faire une chambre d'aération pour l'utilisation du Formic Pro. Donc, l'AMM du Formic Pro nous dit qu'il ne faut pas ouvrir la ruche pendant une semaine, par le haut, hein, j'entends. Hein. Et de ce fait, comme on peut le constater sur le schéma qui vous est présenté en dessous, c'est une semaine plus tard, lorsque le traitement est terminé, qu'on va pouvoir donc introduire soit notre J10 ou soit notre reine fécondée. Si j'ai souhaité vous présenter ce soir ce protocole, en fait, c'est parce qu'on peut voir que il y a pas mal de rapidité en fait dans ce protocole-là. Ça permet d'avoir une ponte très rapide. Et puis cette fois-ci, il n'y a pas à se prendre la tête avec justement un nombre de jours ou quoi que ce soit. On peut l'assainir dès le début. Peu importe s'il y a du couvain fermé, couvain ouvert, on peut l'assainir. Le seul point de vigilance à avoir, comme je vous le disais, c'est la température. Attention à la taille de l'essaim. Et puis également, si on veut traiter sur la colonie mère, attention à l'impact que ça peut avoir sur les rennes. Certains professionnels nous font le retour que justement, au-dessus de 25 degrés, il y a des grosses pertes de rennes. C'est pour ça que je vous parlais de ce palier un petit peu critique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en conversation. Je sais que ça a pu peut-être paraître un peu brouillon. J'ai essayé de l'expliquer, en tout cas au mieux, mais n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans les conversations et on y reviendra au besoin. Adeline, je te passe la main. Oui, la dernière méthode qu'on va vous présenter, c'est la méthode du paquet d'abeilles. Donc là, c'est contrairement aux méthodes précédentes, au lieu de prélever des cadres, on va prélever des abeilles. Pour ça, il faut préparer des ruchettes receveuses avec des cadres bâtis et ou avec des cadres de réserve. Et on prélève des abeilles en les secouant au-dessus de ces ruchettes receveuses. Alors avec plus ou moins un entonnoir pour déjà qu'il y ait moins d'abeilles au sol quand on secoue. Donc là, vous avez cette photo qui vous représente un entonnoir avec au fond une grille à reine, ce qui permet aussi de s'assurer qu'on ne met pas la reine dans la ruchette receveuse. On nourrit, on isole
Et ensuite, 2-3 jours après, on peut ramener cet essaim sur son emplacement définitif. Et donc là, on va pouvoir, comme on a en fait une colonie sur des cadres où il n'y a absolument aucun couvain, on va pouvoir le traiter directement avec notre dégouttement, avec les médicaments à base d'acide oxalique, et on va pouvoir introduire une reine, parce que une reine fécondée, c'est l'idéal, parce que là, en plus, on a une acceptation qui est vraiment très bonne, comme elles sont complètement orphelines, sans couvain. Mais on peut aussi introduire autre chose, hein. On peut introduire une reine vierge, on pourrait introduire aussi une J10. Mais bon, l'intérêt, là, c'est d'avoir une reprise de ponte très rapide, parce qu'on a en plus assaini complètement l'essaim. Donc, si on introduit une reine fécondée directement, elle va pouvoir pondre très vite. Et là, on a un essaim qui est fonctionnel très, très rapidement. Je te laisse la parole pour la colonie mère. Donc là, on va faire un tout petit point en fait sur l'impact qu'une division elle peut avoir justement sur la colonie mère. Donc en termes de légende, juste pour que vous sachiez, lorsque je vais parler de VP100, je parle en fait de varroa phorétique pour 100 abeilles. Donc là, il y a deux schémas qui vous sont présentés en dessous. Donc, je vais faire la légende petit à petit pour que ceci soit un petit peu plus compréhensif. Donc, sur la ligne horizontale, vous voyez du coup D. Le petit sigle D veut dire division. C'est au moment où on va diviser notre colonie. Le petit sigle AV, quant à lui, va représenter un traitement à la mitrase. Et le petit sigle du coup OX va représenter du coup un traitement divers à l'acide oxalique. Donc, la distinction de ces deux schémas, c'est que à gauche, en fait, on est sur une colonie où on a contrôlé l'essaimage. Donc, elle a pu grossir et évoluer tout au long de la saison et on a réussi à contrôler l'essaimage. Et sur, du coup, la colonie de droite, c'est une colonie qu'on a divisée en deux au 15 avril. Donc, comme on peut le voir, il y a plusieurs courbes et plusieurs formes derrière. Donc, la courbe rouge, en fait, ça va être notre nombre de varrois. Donc, comme on peut le voir en comparaison des deux, forcément, si on divise la colonie en deux, la colonie mère qui va nous rester, il y a moins de varrois dedans. D'accord? Mais par contre, le nombre d'abeilles en proportion qui est représenté par la forme orange que vous voyez derrière, il va également être moindre parce que en faisant notre essaim artificiel, on va prélever du coup du couvain et des abeilles. C'est pour ça que vous voyez les deux formes, la forme orange derrière et la forme jaune. En comparaison du schéma de gauche, eh ben, ça a été prélevé. Donc forcément, c'est moindre. Et du coup, là, la notion qui va vraiment nous intéresser, et là où il va falloir faire attention, en fait, c'est notre courbe bleue, qui, elle, du coup, représente le nombre de varrois phorétiques pour 100 abeilles. Et comme on peut le constater, en fait, euh, le nombre de varrois phorétiques pour 100 abeilles, il ne change pas significativement. Donc, c'est juste pour montrer également que gérer varrois en ne faisant que de la division de colonies, ce n'est pas une méthode suffisante. Il faut l'associer à un traitement. Et comme on a pu le voir grâce aux méthodes précédentes, on peut avoir des fenêtres hors couvain. Donc, faut vraiment les utiliser pour justement lutter contre varroa. Un autre point qui était important à préciser, c'est que tout de même, le fait de diviser la colonie en deux, on va quand même avoir deux reines en ponte. Donc, on a une dynamique au niveau des abeilles globale qui va augmenter. Donc, on va quand même avoir une efficacité à faire une division pour lutter contre varroa, mais je le répète, ce n'est pas suffisant. Et par contre aussi, on parlait de paquets d'abeilles tout à l'heure, donc certes, c'est une méthode qui est extrêmement bien, mais pour autant, en fait, il faut faire très attention à la colonie sur laquelle on va réaliser le paquet d'abeilles. Parce que si on prélève les abeilles, mais qu'on laisse
entièrement le couvain, du coup, dans la colonie mère, les varrois, du coup, qui sont dans le couvain, quand ils vont émerger, ils vont se répartir sur les abeilles qui vont rester finalement dans cette colonie mère. Donc, si en fait on fait des paquets d'abeilles avec des colonies qui ont déjà un taux d'infestation un peu trop important, et ben c'est au détriment de ces colonies mères. Et puis vous pouvez du coup voir apparaître des effondrements des colonies sur lesquelles vous avez fait des paquets d'abeilles. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de l'impact varroa sur la colonie mère, qu'on fasse des essaims ou qu'on fasse des paquets d'abeilles, c'est pour vous donner des petits points de vigilance par rapport à ça. Et du coup, on va pouvoir passer à la diapo suivante. Ah, je pensais autant pour moi, Adeline, tu sais qu'on voyait derrière l'autre diapo. Je ne sais pas si tu peux juste passer à l'autre diapo pour faire. Je le verrai Laquelle après, laisse tomber. C'était pour le suivi, autant pour moi. Je pensais que la gestion des essaims sauvages, on le voyait après. Mais Ah, je reprendrai après, excuse-moi. bon, bah, je fais mon petit focus sur les essaims sauvages. Les essaims sauvages, il faut avoir en tête que c'est un risque pour l'introduction de germes sur votre rucher. Donc, il faut prendre un certain nombre de précautions si vous voulez si vous souhaitez en récupérer. Il faut d'abord mettre sur cire gaufrée. Ça, c'est un conseil c'est pas en lien avec le varroa, c'est plutôt en lien, par exemple, avec la loque américaine. Pourquoi? Parce que vous savez que la loque américaine est présente dans le miel et les abeilles, quand elles vont aller en essaimage, elles vont se gorger de miel. Si vous mettez des cadres bâtis, euh, vous mettez votre essaim que vous capturez sur des cadres bâtis, et que l'essaim est parti depuis pas très longtemps, elles vont régurgiter ce miel dans les alvéoles et du coup, on maintient la loque américaine dans cette colonie. Si vous les mettez sur cire gaufrée, le temps qu'elles bâtissent, elles vont consommer ce miel et éliminer la bactérie. Il est bien aussi de l'isoler, cet essaim, euh, loin de vos ruchers, hein, pendant au moins un cycle de couvain pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, pensez à traiter dans les deux, 3 jours qui suivent la capture de cet essaim, comme on l'a fait tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure avec un médicament à base d'acide oxalique. Vous faites un dégouttement, comme ça, vous êtes certain que vous repartez sur des bonnes bases en ce qui concerne le varroa. Il peut être intéressant aussi de changer la reine. Bon, alors déjà, c'est une vieille reine qui est une souche essaimeuse, mais bon, ça vous regarde si vous voulez garder ce type de génétique. Mais c'est surtout qu'on a un certain nombre de maladies qui sont transmissibles de la reine aux ouvrières. Je pense par exemple au virus CBPV. C'est quelque chose qui se transmet très, très bien mère-fille. Donc c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de changer la reine. Hop, je te passe la main pour le suivi d'infestation. Ouais, du coup, c'était pour faire le lien avec la diaporama précédente. On parlait justement de faire attention à la colonie mère sur laquelle on va prélever. Donc, on en avait parlé également avec Adeline. C'est vrai que ça peut également être une stratégie. Si vous avez des essaims qui sont un petit peu trop infestés, ça peut être un parti pris de faire des essaims sur ces colonies-là en vous disant justement que vous allez bénéficier de la période hors couvain pour pouvoir du coup assainir ce nouvel essaim. Euh, c'est un parti pris à avoir. Après, c'est quelque chose qu'on fait encore trop peu, mais je rappelle du coup que le suivi de l'infestation varroa sur les colonies en règle générale, là on parle d'essaim, mais sur les colonies en général, ça nous permet vraiment d'adapter notre stratégie finalement sur notre saison. Donc là, je vais pas faire un gros focus sur le comptage, mais c'est juste pour faire un petit rappel du coup des grosses périodes utiles où l'on peut compter, ce qui va nous donner des petites indications sur les stratégies qu'on va pouvoir adopter. Donc, lorsqu'on a réalisé notre essaim, donc là, je vais rester dans la typologie essaim, on peut réaliser un comptage, si on le souhaite,
avant notre traitement d'été. Donc déjà, ça va nous permettre d'avoir une petite idée de notre infestation varroa sur notre colonie si on ne l'a pas compté précédemment. Et puis du coup, si on réalise notre traitement d'été, ça peut être intéressant de savoir si celui-ci a été efficace, suffisamment efficace. Donc, réaliser un comptage à la suite de notre traitement d'été. Si vous remarquez que votre comptage, finalement, il vous donne des résultats qui vous font penser qu'il y a un taux d'infestation trop important sur votre colonie, bah, ça va vous permettre, du coup, d'adapter votre stratégie et de réaliser, du coup, un traitement d'hiver, un traitement de rattrapage d'hiver. Et puis après, par la suite, ce qui est également intéressant, c'est de savoir d'où on part. Donc au printemps N+1, au tout début de la saison, vous pouvez réaliser un comptage pour savoir d'où vous parlez, d'où vous partez, de quel taux d'infestation vous partez. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît, Adeline? Donc là, c'est également juste pour vous redonner des chiffres. De toute façon, le diaporama, il sera mis à votre disposition à la suite du webinaire. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ça. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, mais c'est juste pour dire que dans le cadre où vous avez des plus gros ruchers, vous n'êtes pas bien évidemment obligé de compter toutes vos ruches, même si ce serait l'idéal. Mais le tableau de gauche, là, vous donne, du coup, en fonction de la taille de votre rucher, le nombre de ruches que vous devez compter pour que au niveau statistique, excusez-moi, eh ben, vos résultats ils soient probants. Sur le tableau de droite, vous avez du coup le nombre de varrois en fonction de la saison que vous devez vous attendre à retrouver dans vos colonies. Donc, si effectivement vous êtes dans la file de gauche, infestation faible, vous n'avez pas d'action impérative à prévoir. Si vous êtes dans le tableau du milieu, il va falloir penser à une stratégie entre les mielés. Et si par contre vous êtes dans le cadre d'une infestation forte, il faut arrêter de penser production et il faut penser sauvegarde de la colonie. La colonie, elle est vraiment en danger. Donc, il vaut mieux privilégier du coup l'assainissement de la colonie plutôt que de la mettre en danger et puis de continuer la production. Donc, c'était une petite parenthèse comptage qui fait toujours du bien. Ensuite, donc là, on a des essaims qui ont été traités, qui sont très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, tout dépend de la date à laquelle vous avez constitué ces essaims ou de leur taille, leur population, et également du comptage. Si vous effectuez un comptage, ça peut aussi influer dans vos choix. Donc, le premier scénario, c'est que vous faites un essaim plutôt tardif, c'est-à-dire par exemple sur le mois de juillet. Vous l'assainissez avec une des méthodes qu'on a décrites. Et à ce moment-là, ça compte comme un traitement de fin de saison. Il n'est pas forcément utile de le retraiter. Et cet essaim peut attendre le traitement hivernal que vous allez faire hors couvain à partir, je ne sais pas, Alexandre, chez vous, la rupture de ponte, c'est autour du... chez moi, c'est autour du 1er décembre, 15 jours avant, 15 jours après. Je ne sais pas, mais bon, faut le vérifier parce que ça fluctue et ça diminue chaque année. J'avoue que s'il y a moi je suis pas dans la région non plus depuis très longtemps, donc s'il y a des personnes qui peuvent répondre plus précisément que moi du coup à cette question sur un moment un peu plus précis où on voit apparaître une rupture de ponte, je suis preneur, mais j'aurais tendance à dire comme toi un mi-novembre, décembre. Et bon, le mieux, c'est de le vérifier. Donc, voilà pour le premier Exactement. scénario. Ensuite, si on a fait un essaim en juin, qu'il est un peu petit ou que le comptage est pas très bon, et ben celui-là, il va, comme les colonies en production, avoir son traitement de fin de saison. Donc à partir de juillet jusque mi-août, il ne faut pas aller beaucoup plus tard. Et cette année, j'ai compris qu'en Pays de Loire, ce qui était proposé, c'était le bévarol ou la pistan.
Et ensuite, comme tout le monde, il va avoir aussi son traitement hivernal comme précédemment. Mais on peut avoir aussi des essaims qu'on a constitués très tôt, qui sont bien populeux. Et en plus, si on a fait un comptage et qu'il est bon, eh ben, ces colonies-là, elles peuvent faire des mielés. Elles peuvent faire des mielés dès le mois de juin, des fois, hein, mais aussi, elles peuvent faire aussi des mielés tardives. Et c'est des colonies qui sont assez bien adaptées à ça euh, parce qu'elles peuvent supporter un traitement tardif. Donc, elles vont avoir un traitement de fin de saison, mais plus tard que les autres colonies. Je vais parler plus précisément de ça. Qu'est-ce qu'on entend par mielée tardive? Une mielée tardive, c'est une mielée qui intervient après le 1er août. Et ça engendre du coup un traitement de fin de saison qui est trop tardif s'il n'y a pas eu de traitement intermédiaire. Les colonies qui sont en production depuis le mois d'avril, c'est des grosses mémères qui ont fait beaucoup de couvains, qui ont une charge varroa énorme. Si on emmène ces colonies-là sur ces mielés-là, eh ben, on peut avoir des effondrements ou alors des colonies qui sont en piteux état au bout de cette mielée. Et s'il n'y a pas eu de traitement intermédiaire, ça peut être très critique. Du coup, il faut avoir une stratégie particulière pour réaliser ces mielés-là. Alors, dans ma région, c'est des gens qui vont sur le sapin, qui font des mielés de montagne. Le sarrasin, on en a un petit peu, mais peut-être pas autant que vous. J'imagine que vous, certains, sont intéressés par cette mielée-là qui peut aller jusque tard en saison. Et du coup, les essaims qui ont été constitués précocement et qui ont été traités, eh ben, ils sont tout à fait bien adaptés à faire ces mielés-là. Et simplement, eh ben, après, il faut penser à les gérer à part au retour. Il ne faut pas les remélanger avec les colonies qui sont parfois en cours de traitement ou qui ont fini leur traitement, parce que là, on peut avoir de la réinfestation. C'est le schéma que vous a présenté en préambule tout à l'heure, Alexandre. En conclusion de tout ça, vous avez vu, il y a différentes techniques et il y en a d'autres. Elles fonctionnent, plus ou moins. Et c'est à vous de faire votre choix en fonction de vos objectifs et de votre technicité. Mais ayez toujours en tête d'avoir un assainissement varroa de ces essaims et choisissez de préférence une stratégie qui permet cet assainissement, c'est important. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. À chaque fois que vous avez une fenêtre hors couvain, il faut l'exploiter, il faut faire ces traitements flash parce qu'on a vraiment une efficacité qui est intéressante. Les médicaments, à part le Formic Pro, n'agissent pas sur les varroas dans le couvain. Donc, quand on a ces fenêtres-là, exploitez-les. C'est vraiment intéressant. On a fini notre présentation et puis maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, je refais juste un petit point avant de passer aux questions. Donc, on a eu plusieurs confirmations. Rupture de ponte en général fin décembre en Sarthe, par exemple. Pour d'autres, ce serait oui, entre Noël et le premier de l'an, donc en janvier. Euh, voilà, c'est quelques petites précisions pour l'arrêt de ponte sur la région. Alors, avant de passer aux questions qu'il y a du coup dans le chat, j'avais des questions au préalable qui nous avaient été posées en fait dans l'inscription. Donc je vais d'abord revenir à celle-ci. Peut-on diminuer de façon aléatoire la pression du varroa via les cadres dès le mois de mars, début avril? Cela est-il judicieux sans comptage de celui-ci? Adeline, tu veux t'y coller? Oui, alors les quadramales, effectivement, c'était pas vraiment le sujet, mais on peut y répondre. Les quadramales, donc c'est le retrait du couvain mâle, hein, donc dont on parle. Il est intéressant à réaliser quel que soit le comptage sur la colonie. Ça permet de diminuer l'évolution de la courbe, hein, finalement, qu'a présenté tout à l'heure Alexandre. La population de varroa va croître moins vite.
Ça n'empêche pas un traitement, hein, ça ne peut pas du tout se substituer à un traitement de fin de saison, mais ça soulage quand même vraiment bien les colonies et c'est intéressant quel que soit le taux d'infestation de la colonie. Merci beaucoup, Adeline. Alors, on avait une autre question sur les planchers Nico. On en a discuté ensemble, Adeline, juste avant la réunion. Donc, je vais quand même la reposer pour recontextualiser tout ça. Donc, comme certains, j'utilise des planchers Nico. Sur la technique de comptage sur l'ange, doit-on les considérer comme des planchers ouverts ou bien partiellement ouverts? Et si oui, quel abac utiliser pour savoir si l'infection au varroa est maîtrisée? Alors, Donc, Adeline, je vais te laisser. ouais, le plancher Nico pour compter, bon, il est intéressant simplement par rapport à un plancher grillagé. Vous voyez le grillage du coup, enfin le fait que ce soit des grillages plastiques, là, il y a des montants qui sont épais. Et du coup, ben, on estime qu'il y a une sous-estimation de 30%. Donc, il faut avoir ça en tête et appliquer un coefficient correcteur de 1,4 à peu près. Voilà. Ensuite, on avait une question, ouverture de ruche pour le traitement d'hiver, point d'interrogation. Alors c'est vrai que l'ouverture de la ruche en hiver, faut faire attention, mais les professionnels ont l'habitude de le faire. Il vaut mieux réaliser un traitement de rattrapage, un traitement hivernal, euh, que de ne rien faire et voir notre colonie s'effondrer à cause de varroa. Donc je je pense qu'il est préférable, en tout cas, d'effectivement ouvrir la ruche en hiver et de réaliser un dégouttement que de ne rien faire, surtout si les comptages indiquent que l'infestation varroa est importante. Pour rassurer tout le monde, je suis dans une région où il y a des montagnes et il y a des gens à 1500 mètres d'altitude qui font des dégouttements au mois de décembre. Un jour où il n'y a pas de vent, où il fait 4 à 10 degrés, voilà, il y a pas, c'est pas risqué, hein. C'est effectivement plus risqué de rien faire que de faire. Et du coup, on a eu une question qui s'est posée tardivement. Donc, la résistance du varroa face aux anciennes molécules. Donc, par rapport à ça, on a réalisé un webinaire il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous voulez, je pourrais vous mettre à disposition du coup la rediffusion de ce webinaire. On a fait ça avec Caroline Lanthuijou, du coup, vétérinaire dans le 44. Donc, ça répondra sûrement aux questions. Et c'est notamment pour ça, en fait, qu'il y a cette notion d'alternance en Pays de Loire. C'est pour justement empêcher l'apparition de ces résistances sur les traitements conventionnels, notamment sur la mitrase. C'est pour ça que cette année, on est passé sur le Bévarol et la Piston. Euh, Après, on a une question. Comment fixer le prix d'un médicament apicole avec AMM? Alors, je ne sais pas si tu as une réponse, Adeline. J'avoue J'ai que pas compris la question. comment est fixé le prix d'un médicament avec AMM? J'avoue ne pas avoir de réponse à cette question. Alors, bah, les tarifs sont libres, hein. Après, c'est les labos qui font, qui font les prix. Et puis ensuite, derrière, les ayants droit fixent leur prix. C'est les ayants droit, du coup, ça peut être les vétérinaires, les pharmaciens ou les structures qui disposent d'un PSE. Donc, voilà, c'est libre. Et puis, on a une dernière question. C'est la France et la glycérine plus acide oxalique, point d'interrogation. Donc, il faut savoir que l'utilisation de lanières glycérinées à l'acide oxalique n'a pas d'AMM en France. Ce n'est pas autorisé. Et dans certains pays tels que l'Italie, c'est une pratique qui est assez répandue et on voit quand même l'apparition de résistance à l'acide oxalique. Donc, je fais un point de vigilance ici. Donc, merci à cette question.
ce produit, il n'a pas d'AMM et c'est pas pour rien en fait. C'est parce que ça n'a pas été suffisamment expérimenté dans le temps. Donc, méfiance euh, avec ce produit-là, puisque tout simplement, il n'a pas d'AMM et puis qu'on voit apparaître des résistances dans des pays qui l'utilisent beaucoup. Je ne sais pas si Adeline, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ouais, je j'ai pas eu vent de résistance, mais effectivement, c'est quelque chose qui est pas autorisé et qui est, à mon avis, à bannir du fait que du risque d'apparition de résistance, si ça c'est sûr, parce que plus on expose l'acarien à un produit, plus il va pouvoir développer des mécanismes de résistance. Et voilà, c'est quelque chose, pour l'instant, on est assez préservé de ça et il faut absolument préserver ces produits-là qui sont précieux. Totalement. Donc, c'est la fin des questions qu'on a eues du coup à la préinscription. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions que vous vous êtes posées directement en direct du webinaire. Donc la première question de Thierry Alix, c'était une ruche agressive doit-elle être considérée comme un problème dans ce genre de cas? Donc j'avoue que je n'ai plus forcément le contexte. Bah, ça devait être, à mon avis, ça devait être quand je parlais du choix de la ruche mère, peut-être par rapport au fait qu'il fallait pas que ce soit une ruche avec des symptômes. Si on divise une ruche agressive et qu'on laisse en remérage naturel, on laisse, enfin, on garde l'agressivité, hein. L'agressivité, elle va jamais en diminuant. Sur l'hybridation, elle va plutôt en augmentant. Donc, bon, voilà, on garde l'agressivité, c'est sûr, en divisant. Thierry, on vous voit à la caméra. Est-ce que ça a répondu à votre question? Vous pouvez me faire un pouce si c'est le cas. Parfait. Super. Donc après, Il est-il y avait, souhaitable de traiter? ouais, il y avait Excuse-moi. des traitements sur le fait de multiplier les traitements, c'est-à-dire refaire des dégouttements 4 jours après. Si on fait vraiment sur la fenêtre hors couvain, c'est pas nécessaire de multiplier, hein, là dans ce cas-là. C'est d'ailleurs, il n'y a pas l'AMM n'est pas prévu comme ça pour les produits, donc on serait hors AMM si on faisait plusieurs dégouttements. Mis à part le varomède où on pourrait faire plusieurs traitements de suite, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Là, si on a une fenêtre hors couvain, on a un traitement qui est suffisant. Pour recontextualiser, tu répondais à la question, est-il souhaitable de traiter entre J plus 25 et J plus 27, suivi d'un autre traitement à 4 jours après la Voilà. division? Mm. C'est pour Pardon, il te laissait. recontextualiser Mm. cette réponse. Alors ensuite, Eric qui nous demande, quand on fait un essaim artificiel, il y a une chance de récupérer la reine. Dans ce cas, elle continue à pondre, effectivement. Il n'y a pas de fenêtre de traitement, sauf à chercher et tuer la vieille reine. Donc là, ce qui va être envisageable, tout simplement, c'est de traiter la colonie mère, puisque finalement, on a fait un essaim, on a pris la reine, mais ça signifie que dans l'autre colonie, eh ben, on se retrouve dans la même constitution qu'un essaim. Donc finalement, c'est dans la colonie mère qu'on va pouvoir faire notre traitement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Adeline? Non, effectivement, du coup, c'est la colonie mère qui devient orpheline, donc Après, du coup, on ça dépend inverse. si vous vouliez gérer votre génétique. Forcément, il va falloir adapter un peu tout ça. Donc, acide formique pose-t-il des problèmes pour le matériel et pour la rouille? Euh, J'avoue que je ne Pas, saurais pas répondre à cette j'ai pas eu, question personnellement. ouais, moi non plus, mais j'ai pas eu de remontée de cas, mais j'ai pas non plus. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de gens qui utilisent ce produit-là, donc j'ai pas non plus quelque chose d'exhaustif. Je regardais là si c'était quelque chose qui était dans les effets indésirables.
Après, si l'un d'entre vous a l'habitude d'utiliser du Formic Pro et qu'il a remarqué ça, vous pouvez aider Paul en répondant directement à sa question dans le chat si vous avez remarqué que ça posait un problème sur le matériel. Après, on a déjà répondu à la question par rapport au kilo d'abeilles, ce que ça représente à peu près. Donc, sur un cadre d'Adam recto verso, oui, effectivement, Adeline, ça représente entre 300 et 400 grammes d'abeilles. Donc, pour vous donner un peu une indication. Après, Et donc, Denis qui peut-être nous donne. ce que je peux préciser là-dessus, c'est que on n'est pas obligé de prendre toutes les abeilles dans la même colonie. On peut prendre sur plusieurs colonies pour faire le paquet d'abeilles. Totalement. Ouais. Si l'on ne compte pas en décembre, alors il faut traiter systématiquement en fin d'année à la haut en période hors couvain. Euh, si l'on ne compte pas. Donc oui, si vous réalisez pas de comptage, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'apparition des résistances justement à la mitrase et également à des produits tels que l'apistan, c'est vrai que nous, on va préconiser en fait une bithérapie systématique. L'idéal, c'est de ne pas faire rentrer plus d'intrants que nécessaire dans vos colonies. Donc, idéalement, il faut réaliser un comptage. Après, si vous n'avez pas la possibilité de réaliser un comptage, euh, il vaut mieux effectivement réaliser un traitement de rattrapage au cas où, désormais. C'est ce que l'on conseillerait. Oui, Est-ce que tu veux c'est vrai que rebondir maintenant là-dessus? ça fait ouais, ça fait quand même assez consensus hein, sur le fait qu'il faut faire ces deux traitements maintenant par an. Alors c'est lié effectivement à la baisse d'efficacité de certains traitements, mais aussi à l'allongement de la période de ponte, qui fait que ben, on a des populations de varroa qui sont plus importantes aussi dans les colonies. Après votre traitement estival, en plus on préconise de le faire tôt, et c'est important de le faire tôt, mais on a pas mal de pontes à l'automne, ce qui fait qu'on a la population de varroa qui remonte un peu. Et ce traitement que vous pouvez faire hors couvain en fin d'année, bah, il est important pour la saison suivante pour repartir. Souvenez-vous des petites courbes que Alexandre vous a présentées en introduction, pour repartir du taux le plus bas possible pour avoir une courbe qui ne monte pas trop vite pendant la saison. Ça fait, voilà, ça fait vraiment maintenant, je pense, l'unanimité. Merci beaucoup, Adeline. Alors, Daniel nous demande également un traitement avec un traitement sur support est-il efficace sur un essaim sauvage? Est-ce que tu veux y répondre, Adeline? Oui, bah, enfin, oui, ça, effectivement, enfin, ça fonctionnerait. Je trouve que c'est un peu dommage parce que là, on a une fenêtre hors couvain, donc on peut faire un traitement flash. En plus, si on prévoit en fin de saison de faire aussi un traitement sur support, bah, voilà, ça va faire des colonies qui ont des lanières pendant 6 mois l'année, quoi. Voilà. Je trouve ça un peu dommage de le faire sur support, c'est réalisable. C'est vrai que c'est possible de le faire sur support, mais dans l'éventualité où effectivement on compte faire un traitement d'été en plus, c'est dommage, comme le disait Adeline, de ne pas bénéficier de cette période hors couvain. Mm. Euh, alors, vous préconisez, alors là c'est Paul qui nous demande, vous préconisez jusqu'à 3 traitements par an. Euh, L'impact Interrogation. concernant les médicaments et le vieillissement des abeilles prématurées. Point d'exclamation. Alors, Est-ce que tu... en fait, en systématique, le 3 traitements par an, ça fait pas partie des préconisations. Ça peut être nécessaire si on a un traitement qui n'a pas été suffisant, par exemple un traitement de fin de saison. Après le traitement, vous faites un contrôle et on voit qu'il y a encore, on est au-dessus des seuils et là on peut effectivement faire un traitement de rattrapage et auquel cas on sera à 3 traitements par an. Euh, mais en systématique, ça ne fait pas partie des préconisations. Ensuite, sur le vieillissement des abeilles prématurées, alors les médicaments à base d'acide oxalique,
à part le varomètre où on peut faire plusieurs passages, autrement, la plupart, l'indication, c'est un traitement par génération d'abeilles. Donc, vous savez qu'en saison, on a un renouvellement qui est assez rapide. Après, sur les abeilles hivernantes, c'est différent. Et voilà, il y a cette précaution à prendre. Ouais. Oui, tu voulais compléter. Non, je voulais juste compléter par le fait qu'effectivement, on sait que c'est chronophage le comptage, mais en fait, c'est ce qui permet également d'adapter sa stratégie face à Varroa. Et lorsqu'on connaît son infestation Varroa et que l'on réalise des comptages, ça permet justement de ne pas faire rentrer plus d'intrants que nécessaire dans les colonies. C'est également à ça que peut servir le comptage, en fait, finalement. Donc, comme le disait Adeline, on préconise pas 3 traitements par an de manière systématique. L'idéal, en fait, ce serait plutôt de traiter au besoin, en fait, traiter quand les résultats des comptages indiquent qu'il faut le faire, finalement. Si je peux apporter du coup un complément de réponse. Euh, une autre question, quels sont les risques de contamination des cires avec l'acide oxalique? Alors, l'acide oxalique, il est hydrophile et pas lipophile. Donc, la cire, c'est un corps gras. Donc, il n'y a pas l'acide oxalique ne contamine pas les cires. Par contre, il peut contaminer le miel. Mais c'est partie des constituants naturels du miel. Bien sûr, tous les traitements se font en dehors des périodes de récolte. Il ne faut pas qu'il y ait de hausse. Donc en ce qui concerne les cires, ça fait partie aussi des points forts de ce produit-là, c'est il ne persiste pas dans les cires. En comparaison justement de la nitrace, par exemple, du traitement Voilà, d'été qui est conventionnel. lipophile, ouais. Hmm. Mm. Là, on va avoir du coup le corps gras qui va capter ces produits-là. Donc, on se retrouve avec des cires qui peuvent vraiment être contaminés de par ces traitements. Pour le GDSA 72, les prix d'un médicament correspondent au prix fournisseur et rétrocédés sans marge bénéficiaire. Donc ça, c'est pour le GDSA 72. Donc pour les personnes en Sarthe, ça vous donne une petite Ouais, réponse. c'était voilà, par rapport à tout à l'heure sur le prix des médicaments. Exactement. Alors, quelle est la conséquence d'un traitement alors qu'il y a un peu de couvain? Euh, S'il y Ben, a un peu de... Vas-y, Adeline, tu étais bien parti. non, excuse-moi. Non, en fait, c'est qu'on loupe des varroas quelque part. Donc, surtout en plus quand on a euh, après une période hors couvain, les varroas, ils vont être dans les starting blocks pour se jeter dans le couvain pour se reproduire. Donc, en fait, le premier couvain, il va être vraiment très infesté par le varroa. Les varroas vont vraiment être très présents dedans. Donc, si vous êtes un petit peu tard, vous êtes loupé ou que la reine, elle a vraiment pondu très tôt, eh ben ça peut être intéressant de griffer ce premier couvain et de faire un traitement, un dégouttement à ce moment-là qui va être efficace plutôt que le faire. Alors, il y aura une efficacité, je dis pas, mais elle sera beaucoup moins importante que si on est vraiment hors couvain. Ouais, c'est sûr que c'est dommage. C'est pour ça que le baromètre aussi existe, hein. C'est un peu ce principe-là. On fait plusieurs passages, euh, tout en sachant qu'il va y avoir du coup toujours un petit peu de couvain. Tu me le dis si je me le trompe, Adeline, mais en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je le visualise. Euh, comment peut-on se procurer un produit à base d'acide oxalique en petite quantité pour 3 à 4 ruches? C'est vrai que souvent, il y a le Oui, problème c'est de des. conservation. Ouais. Alors,
pour ça, bon, il y a pas pour 3 ou 4 ruches, hein, mais il y a par exemple l'Oxybi, il se conserve, 1 an au frais à partir du moment où il a été reconstitué. Donc, il est intéressant pour à ce titre-là. Moi personnellement, j'ai pas beaucoup de colonies, j'en ai une dizaine. J'en ai toujours au frigo, comme ça, s'il y a une fenêtre hors couvain, je tiédis la quantité qu'il me faut et je fais mon dégouttement. Je trouve ça assez pratique. Et du coup, c'est adapté aux petits ruchers parce que ben, ce produit-là, il se conserve longtemps. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans l'année. Vous avez également le Varoxal qui vient d'obtenir son AMM cette année. En fait, le Varoxal, c'est de l'acide oxalique pur. Donc en fait, c'est dans le petit flacon, c'est en poudre et finalement vous pouvez doser pour le nombre de colonies dont vous avez besoin. Et la conservation, en fait, elle est de 3 ans et plus indiquée sur le produit. Donc, ça peut également être une solution finalement. C'est de faire précisément la dose euh, qu'on a besoin. Donc, ça peut être pour une, deux, trois ruches sans souci. Et puis, comme je vous le disais, ça se conserve 3 ans et plus. Donc, ça peut également être une solution de passer par le Varoxal. Et c'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de Euh, ce produit-là, mais c'est aussi intéressant, ça. Bah, il vient juste Mm. de sortir cette année, je crois, si je dis pas Mm, mm, de mm. bêtises. La C'est MM, ça. elle date de 2024. Euh, Mm, mm. donc, sur le vieillissement des abeilles d'oxalique, il me semble que tu as déjà répondu un peu tout à l'heure, Adeline. Oui, on a déjà répondu, ouais, je pense. Euh, Préconisez-vous de faire 2 traitements flash avec AO, encagement estival juillet, plus arrêt de ponte hivernal, et du coup, ne pas utiliser les lanières? Effectivement, c'est aussi une solution possible. Les apiculteurs qui sont en bio, souvent ont une stratégie d'encagement. Euh, ils vont, euh, Ils vont encager justement pour provoquer un arrêt de ponte et du coup réaliser un premier acide oxalique hors couvain et puis refaire un traitement hivernal du coup également à l'acide oxalique. Il y en a également d'autres qui, pour ne pas utiliser que l'acide oxalique, utilisent également le Formic Pro en complément parmi les apiculteurs bio. Est-ce que tu veux faire un complément, Adeline? Oui, oui, non, c'est possible de faire ça, hein. Après, il y a plusieurs stratégies hein, sur les traitements. Ça, c'en est une qui fonctionne. Voilà. Il y en a d'autres aussi. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine intervention, justement quand ce sera le moment dans la saison. Peut-être qu'on pourra faire une intervention sur l'encagement. Ça pourra peut-être en intéresser Mm. certains d'entre vous. Euh, donc, la durée de conservation d'une préparation à l'acide oxalique, bah, Adeline et moi, on y a un petit peu Ouais. répondu. Après, Alors il y a c'est d'autres produits. ouais, en fait, il faut se référer à ce qui est marqué sur la notice, hein. Ça peut être variable. Le varomède, à partir du moment où il est entamé, je crois que c'est 1 mois. L'Oxybi, on a dit 1 an. L'apibioxal, c'est dès qu'il est reconstitué, c'est tout de suite. Autrement, la poudre, je crois que c'est 1 mois aussi. Et le Varoxal, ben là, on peut l'utiliser plus longtemps. Donc, voilà. Mais référez-vous à la notice. Après, le Varoxal, on peut l'utiliser plus longtemps tant qu'on n'a pas fait notre préparation. Lorsqu'on a fait notre Exact. préparation, Oui. c'est également, Mm. il faut l'utiliser le jour même. Si je ne dis pas de bêtises, Oui, il n'y a oui. pas de Oui, oui, conservation, c'est hein. ça. Mm. Ah oui, Mais comme le disait finalement Adeline, c'est vrai que faut vraiment se référer à la notice en ce qui concerne la conservation. Il y a une conservation en fait directement de l'emballage euh, sans avoir constitué le produit, et puis il y a souvent euh, une deuxième conservation lorsque l'on a reconstitué le produit. Donc, faut faire attention à ces deux conservations qui sont différentes. Euh,
Alors, pour 3 ou 4 ruches à eau varoxale 75 grammes se conserve 5 ans à C'était raison une de 2 grammes précise. par ruche. Bah, merci beaucoup, Denis, pour la précision. Voilà, En ça fait, peut. il y a quand même une date de péremption qui est marquée à côté du numéro de lot. Donc, il faut se référer surtout à cette date-là parce que peut-être que quand ils le commercialisent, quand ça sort de l'usine, c'est 5 ans. Peut-être, je sais pas. Mais par exemple, si votre revendeur a stocké et qu'il vous le vend 2 ans après, ben, vous n'aurez pas 5 ans à partir du moment où vous l'achetez. Donc, il faut regarder la date qui est marquée sur le flacon pour savoir si votre produit est encore bon ou pas. Il y a Gérald également qui nous reprécise que la durée de conservation Ah, oui, après une Gérald. première ouverture est déconditionnement primaire. Donc, faut vraiment vérifier la date de péremption qui est sur le flacon. Euh, alors, À qui on est-ce qu'on peut achète? Alors, je utiliser. l'ai un peu dit. Il y avait une question sur à qui on achète les médicaments, alors le Varoxal ou autre chose, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Donc, il y a les personnes qui peuvent vendre des médicaments, il y a 3 catégories. Il y a les vétérinaires, il y a les pharmaciens et il y a les structures qui sont porteuses de PSE. Donc, la plupart des GDS, alors je ne sais pas si enfin, peut-être que tu peux répondre à cette question-là pour Pays de Loire, ce sera peut-être plus efficace que moi. Comme les GDS qui ont des PSE, est-ce que tout le monde a un PSE? Oui, excuse-moi, là j'étais à côté, j'essayais de regarder si Gérald était encore dans la conversation pour potentiellement. Tu veux ouvrir son Du coup, micro? j'avoue que j'ai pas suivi à Je- je- 100%, je t'avoue. oui, les PSE en Pays de Départementaux? Loire, ouais. je- voilà. Gérald, si tu veux Et intervenir, ton micro est la active à question présent. la question c'était laquelle? Où est-ce qu'on peut, enfin, où est-ce qu'on peut, est-ce que je voulais savoir s'il y avait bien, tous les départements avaient un PSE, enfin, chaque GDS avait Oui, un PSE. Ah oui, bah il y oui, a Samuel aussi. chaque GDS a son PC, mais j'arrive pas à les retrouver pour ouvrir leur. C'est c'est- c'est bon, je les ai retrouvés. J'ai ouvert le micro. Enfin, ils peuvent activer leur micro, Samuel et Gérald, voilà, s'ils veulent intervenir. 5 PSE en Pays de Loire, Samuel. Ok. Le tour des questions là. Alors, tu as réussi à activer leur micro, c'est ça? Désolé, pas de micro, il me dit Gérald. Il faut le mettre en participant, il faut le mettre en intervenant si tu le trouves, Adeline. Ouais, je vais. Euh, Alors, Gérald, je le vois, désigné comme présentateur. Donc là, Gérald, tu vas pouvoir intervenir. Oui, Samuel, bonjour. Bonjour Gérald. Bonjour à tout le monde. Salut. La question, c'était pour les PSE. Donc oui, Samuel a répondu, il y a des PSE dans chaque département. Et donc, avec les possibilités de se fournir les médicaments qui ont été évoqués. Concernant le Varoxal, moi j'avais un bémol sur la conservation, parce que c'est vrai qu'il semble intéressant, parce qu'on va pouvoir préparer pendant un certain temps, mais moi j'ai le questionnement sur une fois l'ouverture faite, faut pas oublier que c'est de l'acide oxalique qui n'est pas hydraté au moment où vous l'ouvrez, qui va s'hydrater quand vous allez le préparer. Et donc, on peut imaginer qu'avec l'humidité, s'il est mal refermé ou s'il y a de l'humidité qui commence à se mettre, je pense qu'on peut avoir des pertes aussi d'efficacité du produit. Donc, il faut faire attention à ça. C'est la problématique des produits qui sont faits en grosse quantité. Voilà, c'est juste à vérifier. Comme c'est un nouveau médicament, comme Adeline disait, on n'a pas encore vraiment le recul sur l'utilisation et sur ces petites problématiques-là. Et ça reste quand même des conditionnements pour des quantités de ruches assez importantes au final. Mhm. merci beaucoup, Gérald, pour ton intervention. Euh, donc, les autres questions, est-ce qu'on peut utiliser la même lanière 2 années consécutives? Euh, donc, euh, Non. donc, je dirais non catégoriquement. Ce n'est pas possible.
faut toujours utiliser des, des lanières neuves. On ne peut pas réutiliser un même produit 2 années de suite. Et des paquets neufs. Des paquets neufs aussi, c'est important, effectivement, Mm. une fois de plus, le conditionnement, il faut vraiment faire attention à ce qui est marqué sur le produit. Et lorsque l'on ouvre son paquet de lanières, eh ben, on ne peut pas les utiliser non plus l'année prochaine. Faut faire attention à ces détails-là, en fait. C'est très important. On perd Hmm. des pourcentages d'efficacité et c'est vraiment dommage, quoi. Un paquet de lanières, c'est 25 euros. Vous voyez, vous perdez une seule colonie. C'est pas. Voilà. Enfin, c'est des économies de bout de chandelle qui n'en valent pas la peine. Euh, alors, Eric qui demandait, merci pour le conseil, Varoxal, mais en pratique, comment on l'achète? À qui l'inscription à la SAD est-elle Ouais, mais on a suffisante? répondu, je pense, à Euh, celle-là. Mm. ouais, normalement, on y a déjà répondu. Varoxal, durée de conservation, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres Non, je pense qu'on a fait le questions? tour, hein. Mm. Il me semble qu'on a fait le Ah tour. si, Donc, si, sublimation est-elle plus efficace que le dégoûtement? Donc, en fait, actuellement, il n'y a pas d'études qui montrent que l'une ou l'autre est plus efficace. Donc, voilà, les deux fonctionnent. est-ce que peut-être, Gérald, tu as eu vent d'études ou quelque chose par rapport à ça? Bah, je vais toujours parler des Suisses. Je pense qu'Adeline connaît les Suisses, de Liebfeld. C'est eux qui ont beaucoup testé les utilisations de l'acide oxalique sous toutes ses formes, pulvérisation, dégouttement et sublimation. Et a priori, il n'y avait pas de, justement, comme elle dit, de méthode qui ressortait pour être plus efficace l'une que l'autre. On peut imaginer que la pulvérisation en plein hiver, c'est quand même à éviter. Donc voilà, en toute logique, on peut l'utiliser en saison, mais c'est peu utilisé au final. L'égouttement est quand même en termes d'efficacité, de rapidité d'action et de facilité de mise en application pour des petits possesseurs notamment. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être le mot de la fin. Il y a une question sur le Timovar, je vois là une dernière question peut-être. Que Que pensez-vous du pensez-vous du Timovar? Timovar? Donc c'est un médicament à base de thymol, hein, c'est des médicaments qui sont assez difficiles à utiliser parce que ils nécessitent aussi une fenêtre de température assez précise pour qu'ils puissent bien diffuser. On a du coup des défauts d'efficacité parfois avec ces produits-là, donc il faut vraiment les utiliser avec précaution et puis surtout bien contrôler si on veut utiliser ce type de molécules-là parce qu'on est dans une démarche bio par exemple ou voilà, qu'on ne veut pas utiliser des produits de synthèse. Faut vraiment bien contrôler derrière l'efficacité. Gérald, je ne sais pas si. Bah, oui, non, c'est la problématique des températures, un peu comme Mm. avec l'acide formique aussi, hein, le thymomère, le thymol est réputé pour avoir une meilleure efficacité au-delà de 20 degrés par contre. Alors il faut pas trop non plus, sinon c'est la fuite des colonies, mais il faut au moins une vingtaine de degrés pour avoir les 90% d'efficacité. Après, je compléterai peut-être un peu, il y avait quelqu'un qui parlait qu'est-ce qu'on fait en gros entre l'encagement et l'acide oxalique, donc qui se termine en général au mois d'août, et le rattrapage hivernal qui va avoir lieu en décembre et tous les risques de recontamination. Donc peut-être que des produits justement type thymol en septembre, chez nous, je parle notamment en 49 ou dans des endroits où on a des arrière-saisons un peu plus chaudes, où ces produits peuvent avoir un intérêt pour éviter les recontaminations, qu'elles soient internes ou extérieures à la ruche, hein, les pillages et autres. Donc, c'est pas un produit acheté, mais oui, il est plus compliqué à utiliser. En tout cas, Mm. seul, il fonctionnera pas. Ça, on a beaucoup d'échecs avec l'utilisation des simples Tmol, Happy Life, Timovar ou autres. Si c'est fait seul, c'est sûr que ça, on a beaucoup de casse quand même. Ça, on peut quand même le Mm. signaler. Plus à utiliser en complément d'un autre traitement. Donc, Oui, je pense en tout cas. Oui.
Eh bien, si plus personne n'a de questions, en tout cas, je vous remercie tous pour votre présence de ce soir. J'espère qu'on a pu, en tout cas, vous apporter quelque chose. Et puis j'espère que votre saison apicole va bien se passer. Et puis demain, jour férié. Donc, bon repos à tous et profitez bien, en tout cas. Et encore merci Merci à tous. du coup à Adeline et du coup à Gérald d'être intervenu pour ce webinaire. Merci beaucoup.